Madame la ministre, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes surtout, vous avez un emploi du temps extrêmement chargé en ce moment parce que vous êtes en pleine discussion de votre projet de loi climat et résilience. C'est un projet de loi très important qui suscite de nombreux débats. On l'a vu, on le verra, je pense, encore, et notamment pour les entreprises qui s'interrogent beaucoup sur cette loi climat, les conséquences que ça peut avoir sur elles. Qu'est-ce que vous attendez de la part des entreprises? Est-ce que cette loi est quelque part, parce qu'il y a un peu ce ressentiment-là, est-ce que cette loi climat n'est pas une manière de brider la croissance des entreprises? Ah non, au contraire. Les entreprises, c'est des partenaires de la lutte contre le changement climatique. On a besoin des entreprises parce que c'est grâce aux entreprises qu'on va aussi avoir des solutions sur des nouvelles filières, sur des nouveaux produits, sur des nouvelles manières de consommer. Donc, sans les entreprises, on ne va pas pouvoir réussir cet énorme débat et cet énorme défi, pardon. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises se rendent compte que cette loi, elle est là pour donner des caps, elle est là pour donner des impulsions, elle est là aussi pour faire en sorte que l'écologie, elle rentre sur les territoires, on apporte des solutions au plus près du local, on donne aux collectivités aussi les moyens de gérer plus en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, cette loi, elle est là pour mettre tout le monde sur la ligne de départ pour pouvoir remporter cet énorme défi de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Et les entreprises vont y trouver leur compte parce que n'oublions pas que les entreprises qui prennent le chemin de la transition écologique sont les entreprises qui vivront demain et qui prospéreront demain. Est-ce que ça veut dire que vous voyez une partie de l'industrie française, notamment parce qu'évidemment, c'est elle qui sera le plus impactée, peut-être disparaître pour voir émerger une nouvelle forme d'industrie ou de nouveaux secteurs industriels? Oui, on sait que dans une transition, il y a des gagnants et des perdants. Tout notre rôle à nous, État et aux collectivités, c'est de travailler sur cette transition. On le voit avec l'exemple le plus emblématique qui est l'exemple de la fermeture des centrales à charbon. Par exemple, la fermeture des centrales à charbon, elle était annoncée. C'est un objectif important puisque nous voulons baisser nos émissions de gaz à effet de serre et donc transformer notre production d'énergie et en faire une production d'énergie plus décarbonée. C'est un symbole aussi fort. C'est pas pour ça qu'on va laisser tout le monde sur le carreau. Donc, je prends l'exemple du Havre, par exemple, dont la centrale a fermé il y a quelques jours. Oui. Eh bien, nous avons mis en place un accompagnement pour les salariés, bien sûr, pour qu'ils puissent être suivis, pour qu'ils puissent être formés. Et à côté de ça, sur le territoire du Havre, on a beaucoup aidé à l'investissement sur le développement de l'éolien offshore, qui va permettre de créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois et de relancer ce territoire. Alors, il ne se relancera pas seulement avec l'éolien offshore, mais voilà ce qu'on essaye de faire. Justement, quels sont les moyens de cette transition écologique que vous allez mettre en place une fois cette loi votée, notamment évidemment plus pour les entreprises, et puis dans un deuxième temps, on parlera aussi de la transition professionnelle que ça induit pour les hommes et les salariés. La transition écologique, on veut l'impulser de plusieurs manières. Évidemment, le plan de relance est un gros outil. On a 100 milliards d'euros, dont 30 milliards à dépenser sur 2 ans pour aider notamment les entreprises dans leur décarbonation. Ces aides, elles viennent en complément d'accompagnement qui sont proposés notamment par l'ADEME, par la BPI, sur le Diag Ecoflux qui permet aux entreprises de pouvoir regarder comment elles peuvent organiser leur process, comment elles peuvent l'améliorer. Et ensuite, elles vont pouvoir bénéficier des aides pour pouvoir justement se décarboner, comme on dit. On a aussi une prise de conscience d'un certain nombre de chefs d'entreprise, que ce soit d'ailleurs de grandes entreprises comme des PME, sur le fait que la transition écologique, il faut qu'on y passe. On a une étude de BPI France qui est sortie il y a quelques jours qui montre que 80% des chefs d'entreprise considèrent que le changement climatique appelle à une réaction d'urgence. Donc, ils sont là, ils ont pris conscience. Maintenant, ils savent aussi qu'il faut qu'ils s'adaptent parce qu'ils vont devoir aussi répondre aux demandes de leurs clients, aux demandes des citoyens en général. Donc, cette prise de conscience, c'est bien,
mais il faut un accompagnement et l'État est là. Voilà, justement, les engagements volontaires, ça ne suffit pas à vos yeux en tous les cas, puisque c'est ça que demande un peu le MEDEF. Et ces engagements volontaires, ce n'est pas suffisant à vos yeux pour conduire cette transition écologique que vous souhaitez. Ah si, moi je trouve ça très bien, les engagements volontaires. La question, c'est de faire en sorte que ces engagements volontaires, ce soit quand même une forme de contrat entre les entreprises et les pouvoirs publics et l'État. Donc quand on voit des engagements volontaires comme ceux qui ont été pris sur la pub, ce sont des engagements volontaires importants. Quand les constructeurs automobiles français s'engagent à faire 70% de leur publicité sur des véhicules électriques ou hybrides, alors que ça ne représente que même pas encore 20% de leur vente, on voit que c'est un effort qui est fait, qui est réel. Quand on a l'industrie agroalimentaire qui nous dit qu'elle ne fera plus de publicité dans les programmes pour enfants, on est sur franchement des beaux efforts qu'il faut saluer. Après, la question est évidemment de pouvoir faire deux choses. Un, vérifier que ces engagements sont suivis des faits. Et deux, avoir aussi une action sur ceux qui ne jouent pas le jeu et qui du coup peuvent aussi créer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui jouent le jeu. Quand je pense aux constructeurs français qui s'investissent, moi j'aimerais bien que les constructeurs non français s'investissent aussi dans les engagements. Donc les engagements volontaires, c'est bien, c'est en complément des réglementations. Quand on donne des objectifs dans la loi, c'est certainement pas pour embêter qui que ce soit, c'est parce qu'on le sait bien, et je crois que les chefs d'entreprise le savent bien, il faut se donner des buts, il faut savoir où on va. Et après, chacun prend la direction et trouve le moyen d'y aller. Mais pardon, Madame la Ministre, est-ce qu'il y aura un calendrier qui sera quand même assez souple sur ces mesures réglementaires ou pas? Quel échéancier voyez-vous? Sur lesquelles de mesures réglementaires? Parce que là, on parle de beaucoup de sujets. Oui, non, sur les mesures réglementaires qui peut être induit dans cette transition écologique pour les entreprises. On essaye à chaque fois de donner de la visibilité. Ce que recherchent les entreprises, c'est aussi de pouvoir se projeter dans le temps, donc d'avoir des perspectives qui ne changent pas toutes les 2 minutes et qui leur permettent de faire des investissements pérennes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des objectifs à long terme et on met des jalons, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la loi sur les voitures, par exemple, on donne des jalons pour que chacun puisse s'y retrouver. À partir de ce moment-là, les aides qui sont mises en place doivent permettre d'accompagner ça. Quand on demande aux constructeurs français et aux autres constructeurs d'ailleurs, de faire des efforts et de construire des voitures électriques, il faut que nous, à côté, nous mettions en place l'accompagnement qui va bien pour que les citoyens puissent acheter des voitures, donc les bonus écologiques, les primes à la conversion qu'on met en place permettent de faire justement ce changement pour les automobilistes, mais aussi tout ce qu'on met en place, en gros, pour aider aussi à ce que ça puisse se mettre en place plus facilement, notamment sur les bornes de recharge, par exemple. Les bornes de recharge, c'est aussi notre partie du travail. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une inquiétude que vous pouvez comprendre sur la perte d'attractivité peut-être de la France et des entreprises? Parce que vous-même, vous avez dit qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Mais pour l'instant, on est en France. Il faudrait aussi peut-être que ça soit au niveau européen. Alors, on parlera du Green Deal, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que les concurrents étrangers, ça ne soit pas plus facile pour eux que pour les entreprises françaises. Est-ce que cette perte d'attractivité vous inquiète? Alors, je ne l'ai pas du tout senti, pour être très clair. Quand je parle avec mes homologues européens ou quand je discute de ce qu'on est en train de faire sur le plan de relance, on est plutôt considéré comme à la pointe. Notre plan de relance de 100 milliards et de 30 milliards sur l'écologie est très bien vu à l'étranger et même considéré comme un exemple. On a aussi, je pense que vous voulez parler des mesures sur l'écocide parce que c'est là-dessus que j'ai entendu quelques inquiétudes. Non, mais c'est là-dessus que j'ai entendu quelques inquiétudes. Il faut juste regarder que sur l'écocide, on ne crée aucun nouveau délit, on augmente juste des sanctions qui sont des sanctions qui sont déjà prévues sur des délits intentionnels. Et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, en fait, on est moins disant, notamment que l'Allemagne au niveau des peines. Donc, il ne me semble pas que l'Allemagne soit un pays qui a un problème d'attractivité et pourtant, leur législation est plus dure sur le fameux sujet de l'écocide. Et notamment en termes d'attractivité industrielle, là, vous avez raison, Barbara Pompili. Encore une question peut-être sur le Green Deal. Comment ça va s'articuler avec votre loi climat et résilience?
Évidemment, tout s'articule parce qu'on a besoin de faire des partenariats avec les pays européens et avec les entreprises européennes. Donc, il va y avoir des projets industriels, notamment par exemple sur l'hydrogène. Vous savez qu'on investit 7 milliards sur l'hydrogène en France pour développer cette économie et développer cette filière dans notre pays, mais on va aussi avoir des projets européens. L'international, c'est très important. On a besoin aussi que les efforts qu'on demande à nos entreprises soient des efforts qui ne soient pas cassés par des investissements qui se font ailleurs, là où ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, on travaille avec nos collègues européens pour installer un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, cette fameuse taxe carbone qui la fameuse, mais qui est très importante parce qu'on ne peut plus avoir ce qu'on appelle des fuites de carbone. On a besoin de rassurer aussi nos entrepreneurs pour qu'ils puissent faire des investissements et qu'ils sachent qu'ils seront protégés. Ce sujet-là, il est en train de vivre puisque les États-Unis sont en train de réfléchir aussi à mettre en place ce système. Ça fait réagir la Chine qui est obligée maintenant de prendre des engagements sur le carbone. C'est un des thèmes de la présidence française parce que ça, on sait que la présidence française, donc c'est incessamment sous peu, ça va être un des grands enjeux de la présidence française, cette taxe carbone. Oui, ça va être un des enjeux de la présidence française de l'Union européenne et qui va en plus arriver, cette présidence française, juste après des rendez-vous internationaux très importants, que ce soit la COP biodiversité qui aura lieu en Chine, mais aussi la COP climat qui aura lieu à Glasgow. Ce sont des rendez-vous où il va y avoir des étapes importantes qui seront passées. Vous savez que la biodiversité devient un sujet important. Enfin, dans les consciences, notamment grâce à la crise, il faut bien qu'il y ait au moins un aspect positif grâce à la crise Covid, cette prise de conscience, c'est que si on ne fait pas attention à la biodiversité, déforestation massive comme on l'a trop fait, si on ne fait pas attention aux espèces, eh bien, on risque d'avoir de plus en plus de pandémies telles que la Covid. On a des rapports sérieux de scientifiques, notamment ceux de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, qui nous disent qu'on doit faire attention à ces questions-là. Donc, les engagements qui vont être pris dans les COP de la fin d'année vont être très importants. La France accueille le congrès de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Moi, ce que j'attends, c'est que les entreprises, et je sais qu'elles veulent le faire, soient présentes en France, en septembre, à Marseille, sur les lieux de l'UICN pour prendre des engagements sur la biodiversité parce qu'on a besoin d'elle. Dernière question sur les hommes, les salariés, comment accompagner cette transition professionnelle? Évidemment que ça implique pour ceux qui travaillent dans les secteurs les plus impactés par votre loi climat et résilience. Je pense à l'automobile, à l'aérien et des secteurs qui sont en plus déjà touchés largement par la Covid. On a plusieurs manières de faire ce travail-là. Déjà, il faut qu'on aide les entreprises qui peuvent le faire à réorienter leurs investissements. Il n'y a pas forcément des entreprises qui vont fermer. Il peut aussi y en avoir qui réfléchissent à ce qu'elles font. J'en ai eu chez moi à Amiens. J'avais des sous-traitants automobiles qui ont décidé de réinvestir plutôt sur des pièces qui vont sur les trains ou sur les éoliennes. Et depuis, ça marche très bien. Donc, aider à faire cela, aider à former évidemment les salariés, c'est important. On doit travailler aussi avec les territoires pour identifier sur les territoires et notamment au niveau des régions quels vont être les secteurs porteurs pour que les régions qui sont en charge des formations puissent aussi orienter les formations vers ce qui va pouvoir se développer sur leur territoire. Donc, c'est quelque chose qui doit être impulsé au niveau national. On doit donner des aides pour les jeunes pour qu'ils puissent se former, mais aussi sur les territoires. On est vraiment sur deux niveaux qui sont complémentaires. Merci beaucoup, Barbara Pompili, d'avoir pris du temps en ces moments de discussion de votre loi climat et résilience. Merci beaucoup. À bientôt.